C'est l'heure où l'arc-en-ciel se lève à Canalem. C'est l'épisode 58. Au sommaire, aujourd'hui, Martine Roy, une pionnière de nos communautés, devient membre de l'Ordre du Canada. Le Vatican prêt à bénir des unions de même sexe, mais à certaines conditions. À la chronique aux petits soins, on parle de dépistage d'ITSS. Et Heartstopper et Samira, Dani et moi à la chronique Lire c'est queer. L'heure où l'arc-en-ciel se lève du 8 janvier 2024. Nous, on n'a pas attendu le Vatican. Nous sommes déjà bénis par votre fidélité. Vous écoutez L'heure où l'arc-en-ciel se lève avec Denis Martin Chabot. Pour ses efforts inlassables en tant que dirigeante, activiste et militante pour la diversité, l'inclusion et l'équité dans les communautés de LGBTQIA+ du Canada. C'est ce que dit le site web de l'Ordre du Canada à propos de mon invitée Martine Roy, mais je pense qu'on a beaucoup plus à dire sur elle. Donc, on l'a invitée aujourd'hui pour parler d'elle. Martine fait bien des choses. Elle est présentement directrice régionale de la Banque TD. Elle est responsable des questions queer de LGBTQIA+. Elle est aussi sur le comité, ou en fait la Commission des droits de la personne. Elle est au comité de la purge. Elle fait à peu près tout. Martine, bienvenue à l'émission. Re-bienvenue. Eh bien, merci. Content de te revoir. Ben oui, on te reçoit donc pour la deuxième fois. Mais on utilise toujours les pronoms « elle » et les accords féminins, c'est bien ça? Exactement, oui. Bon, alors, écoute, l'Ordre du Canada, c'est pas rien. Comment tu as réagi à ça? Ah ben j'étais vraiment fière, je vais être honnête. J'étais triste que mes parents n'étaient pas là parce que ça aurait été les premières personnes à qui j'aurais communiqué. Mais pour moi, c'était vraiment... c'est très représentatif étant une Québécoise, montréalaise, francophone. Tu as tout le temps l'impression que ça arrive au reste du pays parce que c'est l'Ordre du Canada. T'sais. Et de finalement être reconnue comme ça, puis aussi d'avoir... par écrit, noir et blanc, 2E, LGBTQ+. Ça, pour moi, c'était important. C'est une première, je pense, ça? Moi, je ne l'ai jamais vu avant. Wow. Puis mon épouse a fait une vérification là, pour essayer de voir. C'est sûr qu'il y avait peut-être des gens de la communauté, mais ils n'étaient pas nécessairement out qui ont reçu. Mais toi, on te reconnaît pour ça, exactement. Pour ce que tu as fait au sein de nos communautés. Exact. C'est pas rien. Martine, je pense que on va parler aux gens de qui tu es parce que certaines personnes ne sont peut-être pas au courant parce qu'elles sont au monde un petit peu plus tard que nous. Mais à l'automne dernier, il y a un documentaire qui s'appelle « La purge, la sombre histoire » qui a raconté, je pense que le parcours horrible que tu as vécu et d'autres personnes aussi, mais on a parlé de toi parce qu'on a vraiment parlé de ta vie. Alors que tu étais dans les forces canadiennes, Martine, tu as été renvoyée des forces parce que tu aimais les femmes. Et ça, c'est arrivé en 83 et tu n'avais que 19 ans. Qu'est-ce que ça a fait dans ta vie, ça? Mais ça a tout changé. Puis c'est ça que j'essayais d'expliquer. Ça a changé ma perception, quasiment du bien et du mal. Il faut comprendre qu'on se faisait pas juste renvoyer ou quand j'ai dit on se faisait arrêter. Ouais. On se faisait amener en voiture. On se faisait interroger pendant des heures de temps sur nos activités sexuelles d'une façon vraiment humiliante, dérogatoire. Et après, on se faisait relâcher sans savoir qu'est-ce qui était pour se passer. C'était comme un peu être tourmenté. Et moi, en plus, tu sais, j'avais collaboré, j'avais essayé de dire la vérité. Puis quand il m'avait dit, si t'es honnête, on va te garder. Alors, tu sais, t'as 19 ans, t'es naïve. Alors, j'avais dit la vérité, puis on m'avait dit qu'on me garderait. Finalement, on m'a fait voir par un psychiatre. On a fait 5 sessions. J'ai raconté les mêmes choses et tout. Moi, j'étais sûre que tout allait bien, tellement que j'étais assistante médicale. J'avais décidé que je voulais pas continuer assistante médicale, faire un autre métier. Et là, ils me sont arrivés pour me dire « Hey, on veut te garder, on veut renouveler ton contrat. » Là, j'étais là. « Vous êtes sûr? » Oui. Alors, je dis « bon, ben moi, j'aimerais changer de métier. Je veux devenir recherchiste en communication. » Et peut-être c'est là que j'ai fait l'erreur, là. Mais en faisant une demande de recherchiste en communication, ils sont allés, puis sont revenus. Puis pour avoir ça, il faut que tu aies la cote top secret. Pour avoir la cote top secret, ils sont supposés d'enquêter jusqu'à ta grand-mère. Mais moi, j'ai eu un contrat, comme quoi j'étais acceptée comme recherchiste en communication. Je m'en allée à Kingston et que j'avais la cote top secret. Alors, j'ai signé le contrat tellement, là, j'étais acheté une auto neuve, une Pony Hyundai. C'était vraiment, là, tu sais, c'était wow. Puis j'étais m'en allée à Kingston. Puis c'est quelques mois plus tard qu'ils m'ont appelé pour me dire que
Il n'était pas au courant que j'étais sous enquête, ce qui est un peu remarquable si tu es rechercheuse en communication, et que j'étais congédiée pour homosexualité. Puis, j'avais Ça 9 t'a amené jours. dans une spirale incroyable. Est-ce qu'on peut le dire? Tu as quand même abusé des drogues à ce moment-là. Ah, totalement. Non, non, moi, je suis sortie de là complètement désabusée. Je me rappelle encore, là, comme c'était hier, j'étais arrivée avec ma pony à Montréal. Tu pouvais pas avoir de chômage parce que t'étais comme congédié, c'était vu comme ça. Il fallait tout expliquer au bureau de chômage. C'était vraiment pas évident. Puis je sais pas si vous t'en rappelles, le funambule sur la rue Saint-Denis. Moi, je me suis retrouvée à travailler là, à faire la vaisselle au café Funambule Aïe, sur aïe, aïe. Saint-Denis. Et j'étais très humiliée. Alors, c'est sûr que ta première réaction, je voulais même pas être avec ma famille, je voulais pas en parler. Et j'ai commencé à consommer. Ça a commencé avec de l'alcool, après ça, la drogue et tout. Puis j'ai vraiment dérapé, là. Mais il y a toujours un mais, parce que les choses ont tourné pour toi. Je fais quand même, j'accélère dans ton histoire, mais tu t'es retrouvé en 99, tu commences une carrière à IBM, et là, tu décides de dédier ta carrière à la promotion des droits de nos communautés. Mais qu'est-ce qui a motivé cet engagement-là? Non, mais vraiment, quand j'ai été engagée chez IBM, OK, j'ai été engagée chez IBM pour faire le Y2K. On en parle d'ailleurs, là. Oui, Et, la transition à exact, l'année 2000, hein. puis on pensait que les avions tomberaient du ciel, là. Et voilà, alors moi, je travaillais pour IBM au centre des opérations cette nuit-là. Alors, c'était quelque chose. On attendait justement que les avions tombent. Rien n'est arrivé. Et finalement, j'ai continué à travailler là. Au début, j'étais à contrat, j'étais engagée permanente. Il faut comprendre que chez IBM, il y avait une politique depuis 1953 de T.J. Watson d'inclusion. Alors, tu sais, c'était comme le jour et la nuit avec l'armée. Puis là, tu arrives chez IBM. Puis même chez IBM, quand ils m'ont offert le travail, au début, j'ai dit non. Je pensais que c'était comme l'armée. Alors, j'ai joint IBM, mais pas pour défendre nos droits. J'ai joint IBM pour devenir une technicienne en support informatique. Et c'est ça que je suis devenue. Alors, on appelait ça mon travail de jour. J'étais technicienne en informatique. J'aidais sur le logiciel et tout ça. Puis sur le côté de la table, j'ai parti un regroupement d'employés dans ce temps-là, on disait LGBT, Ouais. qui était à Saint-Jean, au Nouveau-Brunswick, en 2000. Alors, imagine, c'est la première, puis on a même fait le défilé. Là, finalement, je suis revenue à Montréal avec le travail. Ça a été très long, ça m'a pris jusqu'en 2005. Quand je suis arrivée à Montréal, il n'y avait pas de regroupement d'employés LGBT à Montréal. Il y en avait un depuis 1995 à Toronto, puis il n'y en avait pas à Montréal. Fait que J'ai t'as parti décidé à que Montréal. les choses changeraient. C'est comme ça. Puis là, j'ai parti fierté au travail, mais c'était tout à côté, c'était tout du bénévolat. Je n'étais pas payée pour faire ça. Mais IBM, pour eux, c'était important. Donc, ils me supportaient, ils m'envoyaient dans des conférences, ils m'ont donné des prix. J'ai même reçu un prix de la CEO. Ils étaient vraiment en arrière de moi. C'est pas pour rien que j'ai été là 20 ans. J'ai vraiment cru. Et aussi, c'est de là que j'ai développé le principe qu'on fait partie des affaires. On n'est pas un groupe à part. C'est ça. Et Et t'es parti, puis on pourrait en dire tellement, tu as été présidente de la Fondation Émergence, qui n'est pas rien non plus, Oui. de Laurent McEachern. Donc, tu as parti fierté au travail. Mais là, il s'est passé quelque chose. À un moment donné, tu t'es dit, ça n'a pas de bon sens. Ce qu'on a vécu, tu n'étais pas toute seule. Tu t'es rendu compte qu'il y avait, on parle de 9000 personnes qui, entre 1950 à peu près, ont été exclues, et 1982, ont été exclues des forces, 92, pardon, des forces armées canadiennes, de la Gendarmerie royale et de la fonction publique. 30 000 ont été fichés comme étant des personnes queer. Et tu as vécu ça. Et là, tu te rends compte, toi, tu l'avais vécu, tu te rends compte que tu n'es pas toute seule, puis tu as dit, il faut faire quelque chose. Mais c'est ça. C'est parce que c'est comme, tu sais, t'es là à défendre les droits à partir de Fierté au Travail Canada, comme tu dis, présidente de la Fondation Émergence. Puis d'ailleurs, dans ce temps-là, j'étais présidente de la Fondation Émergence. J'étais là 3 ans. Puis j'ai comme frappé un mur parce que quand j'ai rencontré une personne qui avait vécu la même chose que moi, ça m'a comme ramené. Puis là, je me suis dit, coudonc, tu peux pas continuer comme ça à défendre puis pas régler ça. Ouais. C'était vraiment, pour moi, on ne pouvait pas continuer à faire semblant au Canada qu'on n'avait pas fait ça aux gens. Et donc, il y a eu ce recours collectif qui a été, qu'on demandait des excuses au premier ministre. En 2015, Stephen Harper oublie ça, mais ça s'est fait. Vous avez gagné. Écoute, moi, j'avais un montant, peut-être tu vas me corriger, j'avais 155 millions de dollars. 145. 145 millions de dollars que vous avez obtenus. Ça sert à quoi cet argent-là maintenant? Mais le 145 millions, puis en plus, c'est le plus gros recours collectif pour nos communautés au monde.
OK? Alors, plus gros montant. Et aussi, ça a été réglé en 11 mois. C'est un record en temps. D'habitude, un recours collectif, ça prend 3 à 5 ans. Alors, il y avait une belle collaboration. 110 millions est allé aux victimes. Ouais. Et il y a eu pour les avocats, évidemment, pour les payer, parce que les avocats n'étaient pas payés avant. Hein. C'était vraiment et aussi un fonds. Et le fonds était vraiment important parce que quand je me suis assis, là, c'était pas juste de s'excuser, c'était pas juste de donner de l'argent. C'est comment qu'on fait pour pas que ça se reproduise, comment qu'on fait pour que le monde y en parle de ça, puis qu'on change les choses pour vrai, comment qu'on pourrait faire pour changer la culture. Et c'est là qu'on s'est assis et on a dit on aimerait avoir un monument, évidemment à Ottawa, parce que la majorité en était congédiée de là. Une exposition, on a décidé avec le Musée des droits humains, mais qui va voyager. Une médaille qu'on a faite, la citation de la fierté, et aussi qui a toutes les 8 couleurs. On a fait aussi un état des lieux de tout le fédéral avec des recommandations. D'ailleurs, c'est Fondation Émergence et Égal qui avaient gagné le contrat puis qui ont fait ça. Et on est allé chercher toutes les archives. On a 30 000 archives sur le portail du Fonds de la purge LGBT. Puis je vous invite vraiment à aller vous amuser là-dedans. Moi, j'ai trouvé des lettres là, de gens qui écrivaient dans les années 73 du Québec à Pierre-Éliott Trudeau. Alors, tout ça, pour moi, c'est un legs qui est très important. D'ailleurs, le musée, ça va venir à jour à la fin 24, début 25, puis l'exposition va se promener. Et le monument, c'est vraiment un premier monument. Ouais. Il est très grand. Il va pouvoir accueillir 2000 personnes. C'est important. Puis moi, j'en reviens pas encore aujourd'hui que les gens me disent « Ah, j'étais pas au courant ». Pour moi, c'est vraiment... Ah non, les gens ne comprennent pas qu'il y a des gens qui ont souffert, qui ont vraiment souffert. Je sais que c'est très émotif pour toi, mais je vais quand même te ramener là. Tu as eu 60 ans et tu continues à te battre. Pourquoi? Bien, parce que j'ai choisi d'être une mère moderne. Donc, j'ai 2 jeunes enfants, 6 ans et 8 ans. Et j'ai encore du travail à faire, j'ai encore de l'énergie. Je pense pas que je vais être capable de m'arrêter. Je pense que je suis quelqu'un qui aime être impliqué, j'aime être un peu partout, j'adore aider. J'adore changer aussi les choses. J'aime changer le narratif. Ouais. Je trouve que c'est important de prendre le temps. Prendre sa place. Je termine avec ça. C'est quand même une belle récompense, puis vraiment, on est fiers pour toi. Si toi, tu devais octroyer l'Ordre du Canada à d'autres personnalités, est-ce qu'il y a une personnalité qui te vient en tête dans nos communautés? Ah ben j'en ai plusieurs, là. C'est sûr que, tu sais, Laurent McEachin aurait été un, même s'il n'est plus... On peut le donner à la petite posthume, je crois. Oui, c'est ça, tu sais. Je pense que ça serait une personne très importante, mais je veux pas trop me prononcer parce que je vais faire des jaloux et des jalouses. Ah, je comprends. Donc, je veux pas juste dire que même mon travail chez TD a été reconnu dans l'Ordre du Canada. Wow. Ça, pour moi, c'était vraiment important. Ils ont communiqué avec mes collègues pour savoir si je le méritais. Donc, c'est pas juste du passé, c'est du présent. Alors, continuez à me supporter, continuez à être là parce que c'est important. Puis plus les gens vont me supporter, plus je vais être capable d'aider. Martine, on est tellement content que tu sois revenue à l'émission pour cette entrevue-là. Puis on est vraiment fiers de toi. Bravo, merci beaucoup. Merci de m'avoir reçu. C'est un plaisir, Denis Martin. Merci. En bref. Le président burundais appelle à lapider les homosexuels dans son pays. Il s'est livré à une virulente diatribe contre l'homosexualité. Il dit que le mariage homosexuel est une pratique abominable, des couples gays qu'il faut lapider car ils ont choisi le diable et attirent la malédiction divine. Rappelons que les relations entre personnes de même sexe sont sanctionnées de peines allant jusqu'à 2 ans de prison au Burundi, pays de l'Afrique de l'Est. Source Fugue. Vous écoutez L'heure où l'arc-en-ciel se lève avec Denis Martin Chabot. L'Église catholique permet désormais la bénédiction de couples de même sexe par un prêtre ou un diacre, mais à certaines conditions. Est-ce un pas vers la célébration un jour des mariages pour les conjoints ou conjointes de même sexe? Pour en discuter, je reçois l'abbé Pierre Gingras, curé de la paroisse Notre-Dame de Foix à Québec. Bien, bonjour, bienvenue à l'émission. Bonjour, Monsieur Chabot. Oui, vous allez bien? Oui, très bien. Oui, merci beaucoup d'être là. Alors, je sais que vous accompagnez spirituellement un groupe d'échange et de discussion, Devenir un en Christ, qui permet à des chrétiens concernés par l'homosexualité de cheminer dans la foi. Alors, c'est quoi un petit peu ce groupe-là? Ce sont des chrétiens, des chrétiennes qui
pour qui la foi en Christ est importante et des gens qui non seulement ont le goût d'une démarche spirituelle, mais ont aussi ce désir je dirais, de la communion, de se retrouver, mais pour partager leur foi. Bon. Donc, oui, allez-y, je continue, Bien oui. sûr, Oui. c'est un groupe là, à Québec qui est encore un peu, j'oserais dire, dans ses premières données. Oui, oui, je ne sais pas que vous êtes en train, j'ai l'impression d'avoir perdu le son. La déclaration, on va y aller justement, la déclaration Fiducia Supplicans, si je le prononce bien, publiée le 18 décembre dernier au Vatican, permet la bénédiction de couples de personnes de même sexe par un prêtre ou un diacre au sein de l'Église catholique. Il faudrait peut-être expliquer de quoi s'agit-il ici? D'abord, on ne parle pas de mariage, mais Oui. on parle de bénédiction. Alors, ce qui est intéressant, c'est toute l'innovation pastorale et la contribution là, à ce domaine des bénédictions. Bon, on sait que les sacrements sont quand même définis et on sait que le mariage, c'est une institution qui est la reconnaissance d'une union entre un homme et une femme en vue, bien sûr, de l'accompagnement mutuel, mais aussi de la procréation. Alors ça ne change pas au niveau de la doctrine catholique, mais il y a cette avancée qui nous permet de faire, je dirais, comme c'est mentionné dans le texte, de faire l'effort de développer et d'enrichir le sens des bénédictions. Et on sait que la bénédiction, bien, elle peut se donner et j'oserais dire pas à n'importe qui, oui, à n'importe qui, parce que c'est un appel à la miséricorde, à la présence de Dieu. Et pour cela, ben, il y a pas de frontières. Et ce qui est intéressant de voir, c'est que le pape, dans ce document, exhorte à ne pas perdre la charité pastorale qui doit passer par toutes les décisions et nos attitudes et à éviter de nous constituer en juges qui ne font que refuser, rejeter, exclure. Mais Alors, la bénédiction vient comme ouvrir la porte. Bon, on comprend que l'Église, c'est une institution qui évolue lentement. Et actuellement, ben, il y a cette porte ouverte que je trouve, moi, très importante et très agréable là, pour les gens qui s'unissent et qui sont de même sexe. Mais on parlait de certaines. C'est quoi les conditions là, pour qu'un couple de même sexe obtienne la bénédiction de leur curé de paroisse, par exemple? Qu'est-ce qu'ils doivent Bon, ou qu'est-ce que bon, ces gens doivent faire? il faut que, il y a rien de toute façon comme toutes les bénédictions, il y a rien de trop liturgique là, et faut pas que ça s'apparente à des rites de mariage. OK. Donc, Bon, de la même façon qu'on bénit des familles, qu'on bénit des enfants, qu'on bénit des parents, qu'on bénit la bénédiction du jour de l'an, par exemple. Bon, alors la bénédiction, c'est d'abord un appel à cette présence de Dieu, puis en même temps, c'est cette montée vers Dieu qui nous permet de redire notre confiance en lui, puis de vouloir, de souhaiter sa présence à ce que l'on fait, à ce que l'on est. OK. Donc, c'est vraiment inédit, là, parce qu'on n'a jamais vu l'Église faire ça auparavant, là. C'est quand même, c'est vraiment un changement, là. Oui, moi j'y vois d'abord un fruit, là, sans que j'ai lu tous les documents relatifs au dernier synode, là, qui d'ailleurs n'est pas terminé, mais c'est une avancée qui est assez extraordinaire, là, parce que, bon, je prenais un petit peu là, la nouvelle du Burundi, où on invite à lapider les gays, les couples homosexuels, qui relèvent, selon le mot du président, du diable. Ouais, Bon, je pense que l'Église fait un bout de chemin assez important, là. ouais. Mais cela dit, à On n'a peine. jamais été jusqu'à lapider. Non, quand même. Mais à peine publié, il y a des évêques justement d'Afrique, mais aussi d'Europe qui annoncent qu'ils ne l'appliqueront pas. Cette fronde conservatrice peut-elle avoir raison là, de l'ouverture du pape François, qui est quand même un pape progressiste, là, qui s'est vraiment démarqué en 2013 en disant qui je suis, moi, pour juger une personne gay?
Oui, oui. C'est sûr que, bon, il y a de l'opposition parce que chaque culture n'évolue pas au même rythme, mais il faut se rappeler que l'Église est universelle. Elle s'adresse à tous, dans le respect de ce que chaque culture est. Mais moi, je pense pas que ce groupe d'opposants finisse par avoir raison sur cette ouverture que l'Église vit et que l'Église fait, là. Et on a affaire quand même au dicaster de la doctrine de la foi. Alors, c'est pas la commission pour la liturgie, là. Oui. C'est quand même un dicaster qui est drôlement important dans Tout à l'Église. fait, tout à fait. C'est pas On rien, y là. va C'est quand on y même. va dans l'affirmation des données de la foi chrétienne. Oui, c'est vraiment pas rien, là, cette affaire-là. Vous avez raison. Moi, j'aimerais quand même vous amener aussi sur le fait que ce changement-là est certainement bienvenu pour beaucoup de personnes de nos communautés. Euh, Pensez-vous que ça va les rassurer quand même? Parce que, tu sais, on se rappelle là, que jusqu'à tout récemment, ils étaient rappelés de leur état de péché grave, avec des mots très durs. Alors, pensez-vous que ça va ramener ou du moins réconcilier beaucoup de personnes de nos communautés par rapport à l'Église catholique? Ah, est-ce qu'on peut parler de réconciliation? Bon, j'espère que si des gens sont blessés au point d'avoir pris une distance profonde avec l'Église, j'espère que cette ouverture-là sera considérée et leur permettra de revenir à la célébration de la foi. Parce que ce qui est important, c'est de se rappeler qu'on est plus important pour Dieu que toutes nos fragilités, nos péchés. Et ça regarde pas juste là, la dimension de péché des les couples gays. Là. Il y a les couples hétérosexuels qui, si on allait plus profondément, on Mais est-ce trouverait là... que, je vais vous rappeler, je vais vous ramener là-dessus, est-ce que d'être gay, est-ce que d'être homosexuel, encore et toujours un péché dans l'Église catholique? non, c'est pas un péché. C'est pas un péché, c'est une situation de vie. Et là-dessus, j'aimerais vous citer un extrait du livre de la sagesse. Allez-y. Bon, et c'est ce qui ouvre la liturgie du mercredi des cendres. Bon, tu as pitié de tous les hommes parce que tu peux tout. Tu aimes en effet tout ce qui existe. Tu n'as de répulsion envers aucune de tes œuvres. Si tu avais haï quoi que ce soit, tu ne l'aurais pas créé. Hmm, Comment aurait-il subsisté si tu ne l'avais pas voulu? hmm. Alors ça, écoutez, c'est l'Écriture sainte, là. C'est pas moi qui invente ça, puis c'est pas la citation euh, d'un historien quelconque. Non, non, c'est dans le livre 7. Voilà, moi, je connaissais pas ce passage. Je remercie, ça nous ouvre les esprits. Euh, Alors, c'est au livre de la sagesse, au chapitre 11 particulièrement. Livre de la sagesse. Peut-être pour ça que je l'ai pas lu. La sagesse, c'est pas mon nom. Bon, excusez-moi, j'aime bien Bon. faire des blagues à cette émission, on en a besoin. Oui, bien sûr, bien sûr, bien sûr. Le temps nous presse à l'abbé Pierre. Moi, j'aime bien ça parce que ça nous fait ça nous fait penser à un homonyme, l'abbé Pierre en France, qu'on voit au cinéma, une figure religieuse française engagée au service des plus démunis. Il y a tant de pauvreté, de besoins dans le monde. Des fois, je me dis, pourquoi l'Église s'est-elle tant acharnée sur ces histoires de sexualité alors qu'il y avait tant d'autres besoins à gérer? Et moi, je vous vois, vous, en train de... Je sais que vous faites beaucoup auprès des gens, j'ai lu sur vous, alors j'imagine que c'est une question que vous posez parfois. Bon, c'est-à-dire que, comment vous dirais-je, si on veut avoir le pouvoir sur quelqu'un, ben on va dans ce qu'il est de plus intime et de plus vulnérable. Alors, regardez, dans les camps de torture, de concentration, la première chose qu'on fait, on déshabille la personne, on la rend vulnérable. Alors, l'Église, bon, c'est sûr qu'il y a une dimension de procréation à respecter, puis la sexualité, finalement, c'est ordonné à... Oui, il y a une partie de plaisir et d'accompagnement et de relation dans tout ça, mais on Mhm. peut pas en faire n'importe quoi. Ouais. Et, et c'est un peu dans ce sens-là que l'Église s'est peut-être acharnée sur cette dynamique et cette dimension-là. Parce que le corps de l'être humain, c'est quand même création de Dieu et Dieu habite toute personne.
Là, j'ai Hein, c'est deux. le chanoine Gros, si ma mémoire est bonne, là, Oui. qui disait si on avait la foi le moindrement, on tomberait à genoux les uns devant les autres parce que chaque personne est grande, chaque personne contient Dieu. Alors, j'aimerais ça vous poser la question qui tue ou la question, les deux petites colles avant de terminer l'entrevue. Est-ce que cette reconnaissance, cette bénédiction, est-ce que c'est le premier pas vers la reconnaissance de deux choses? Un, le mariage pour conjoints de même sexe, mais éventuellement aussi le sacerdoce pour les personnes homosexuelles. Deux bonnes Bon, colles. ah, pour ce qui est du mariage, je pense pas que l'Église définisse autrement le mariage tel qu'on le conçoit actuellement. Bon, alors ça, c'est ma première et ma seule réponse. Le mariage, pour l'Église, c'est l'union d'un homme et d'une femme. Bon, alors voilà la chose. Si on peut parler d'union, on peut parler de toute autre chose pour définir la relation. Bon. Pour ce qui est de l'acceptation des personnes gays au ministère, bon, je vous ferai pas de cachette. Il y a des gens dans le clergé qui sont ouvertement homosexuels. Oui, on s'en doute Et bien. Oui, ben, non seulement on s'en doute, c'est une réalité. ouais. Il faut arrêter de jouer à la cachette là-dessus, là, puis de faire comme si chacun portait une auréole avec les lampions aux pieds, là. OK. Il faut bon, mais ces gens-là, qu'est-ce qui les définit? Est-ce que c'est la pratique ou je sais pas trop quoi, leur orientation sexuelle, ou si c'est le bien qu'ils font? Et c'est là que j'ai un peu de difficulté quand on définit une personne à partir de son orientation sexuelle. Parce que une relation peut durer quoi? Je sais pas trop, là, mais est-ce que c'est ça qui définit une personne? Moi, parlez-moi de son implication dans la société, parlez-moi de sa famille, parlez-moi de ses relations, du bien qu'elle fait. C'est davantage ça. Moi, le reste, ça m'importe peu, là. Rapidement, parce que l'émission, cette première partie de l'émission se termine, vous, personnellement, êtes-vous content de cette décision du Vatican? Oui, je suis très heureux de ça et le groupe que j'accompagne l'est tout autant. Ben, On merci a beaucoup. vécu une... Ça me fait plaisir, Monsieur Chabot. Merci beaucoup, l'abbé Pierre Gingras, donc de Québec, qui donc s'occupe d'un groupe de discussion. Et mon Dieu, je perds mes feuilles, mais en tout cas, c'est pas grave. Oui, alors devenir un en Christ. Alors, merci beaucoup d'avoir été avec nous, abbé Pierre Gingras. Nous, on prend une petite pause et on revient tout de suite après. Ça me fait plaisir. C'est l'heure où l'arc-en-ciel se lève avec Denis Martin Chabot. Oui, on est de retour à cette heure où l'arc-en-ciel se lève. En cette deuxième partie, on va parler d'ITSS, de prévention, de dépistage à la chronique aux petits soins. Puis on va parler aussi de deux livres, Heartstopper et Samira, Dani et moi, avec donc Brian Saint-Louis. Aux petits soins. Attention, code rouge. Avec Gengis Grenier. Salut, Gengis. Bonsoir, Denis Martin, comment ça va? Ça va bien. Bonne heureuse année. Hein? C'est notre première fois en 2024. Oui, on ouvre 2024 aujourd'hui. T'as passé un beau temps des fêtes, Denis Martin? Oui, j'ai été très sage. Pas vrai. C'est bon, ça, c'est bon. Alors, aujourd'hui, on va parler de dépistage d'ITSS. Oui, un peu l'ABC des ITSS. Il y a des choses que on doit partager comme information. Il y a des patients, des fois, qui viennent nous consulter. Puis, ils viennent pas nous consulter nécessairement au bon moment. Ah. Fait qu'aujourd'hui, je me suis outillé de 2 rayons de soleil dans notre communauté, dans notre quadrilatère de médical et de soins infirmiers dans le centre-ville. J'ai l'heureux plaisir de vous annoncer que on est accompagné de Denis Martin, de Dr. Élise Sasseville et de l'infirmière Camille Anger. Bonsoir, comment ça va? Ben, ça va bien, bonsoir. Ça va bien. Ouais, c'est deux femmes, deux professionnels incroyables avec lesquelles j'ai eu la chance et
J'ai été choyé de pouvoir avoir collaboré pendant 8 ans. Même encore, des fois, ça nous arrive encore de se consulter. Puis, je les invite aujourd'hui pour avoir une réflexion là-dessus parce que j'ai moi-même pas toutes, en fait, les réponses de l'ABC. T'as pas toutes les réponses. Non, j'ai pas toutes les réponses. Puis, je vais être sûr de pas dire trop, de pas m'écarter un peu dans un processus de réflexion. Je vais être sûr d'avoir les bonnes réponses. Je vais lancer la piste. Puis, je sais que Dr Sasseville et Camille on va pouvoir aussi en rire un peu parce que, oui, les filles, vous êtes d'accord, on nous consulte des fois pas au bon moment, right? C'est vrai. C'est très vrai. Ouais, ok, c'est bon. C'est pas moi qui se l'imagine. Mettons, quand que je dis l'ABC, ce qu'il faut comprendre quand on va consulter, c'est que chaque ITSS a comme une période fenêtre d'incubation, une période dans laquelle le micro-organisme, l'infection va se multiplier en nous, puis ça sortira pas tout de suite. Sur les tests, ouais. Tu sais, si j'ai des rapports, là, il est présentement 17h32, si j'ai des rapports sexuels à 13h cet après-midi, puis que je prends un rendez-vous avec Dr Sasseville à 18h, je dis bonjour docteur. Bonjour Gengis. T'es un peu vite. Ah ouais. Là, je dis au médecin, je dis docteur Sasseville, j'ai eu des rapports sexuels, mettons, protégés ce midi. Puis là, je veux savoir si j'ai attrapé quelque chose, puis il est 17h32. Docteur Sasseville puis les autres médecins de notre carrefour spécialité en ITSS risqueraient de me répondre. Mais il va falloir que tu reviennes. Ouais. Ouais. Puis on va t'expliquer les périodes fenêtres. C'est sûr que là, tu dis que tu as une relation protégée. On va pas élaborer sur la prophylaxie post-exposition parce que ça, tu serais dans un délai. Mais si tu veux faire un dépistage d'une ITSS, il faut respecter les périodes fenêtres, à moins que tu aies des symptômes. Parce que là, c'est bon de consulter. C'est sûr que si un patient a des symptômes, peu importe la période fenêtre dont on va parler plus tard, je pense que c'est important de consulter, mais s'il n'y a pas de symptômes puis on veut faire un dépistage qui se dit asymptomatique, bien, il faut respecter les délais parce que sinon, bien, il va falloir que tu reviennes puis en refaire quand on va couvrir ces périodes fenêtres-là. Je vais intervenir. Docteur, vous avez parlé de la prophylaxie post-exposition. Là, on parle pour le VIH, puis on parle d'un traitement au cas où on aurait eu une relation puis on était plus ou moins protégé ou pas pantoute. Là. Exactement. Donc ça, c'est pour éviter d'attraper la maladie. Puis ça marche là, habituellement. Ça marche très bien. Ben, en fait, ça marche très bien. On n'a pas d'études en contexte d'exposition sexuelle. On a extrapolé les données des études en santé du travail. Mais oui, si la prophylaxie post-exposition pour le VIH est débutée dans les 72 heures de la relation qui pouvait être à risque, puis que le médicament est pris de façon adéquate, bien, on a des bonnes chances de ne pas voir la maladie se développer. Il ne faut pas oublier, on ne parle pas de la PrEP non plus, de la prophylaxie pré-exposition, parce que ça aussi, c'est une bonne façon de prévenir les infections à VIH pour ne pas avoir à consulter en PPE ou consulter si on ne l'a pas pris comme il faut. C'est bon. Puis, supposons, moi, je dis, j'ai eu des rapports sexuels encore protégés il y a 4 jours, puis là, je vais passer un test de dépistage, puis j'ai l'impression que ça picote, puis je suis sûr que j'ai une gonorrhée. Oui, non, c'est vrai. Des fois, la puissance de la pensée est très présente. Parce que les picotements, ça peut être psychosomatique quand même. Mais des fois, on se demande si c'est pas une pandémie de psychosommation. Camille, si j'avais des doutes après 4 jours de relations sexuelles, après avoir eu des rapports sexuels protégés, tu me dirais quoi si j'irais te voir? Puis je te dis, je pense que j'ai attrapé quelque chose il y a 4 jours. Bien, c'est sûr que, tu sais, il y a 2 options dans ce cas-là. 4 jours, ça reste quand même un peu court comme temps, mettons. L'infection transmise sexuellement qui va apparaître en premier, c'est vraiment plus la gonorrhée après une semaine. Mais tu sais, en 4 jours, des fois, on pourrait peut-être le voir dans les tests, mais encore là, les chances sont très, très minces. Fait que, tu sais, si vraiment tu présentes des symptômes comme des picotements, tout ça, peut-être que si t'es vraiment anxieux, puis si tu veux plus de partenaires, puis tu veux vraiment être sûr d'être protégé, ben pas protégé, mais d'avoir le traitement, ben je pourrais te traiter préventivement. Mais c'est sûr, si tes picotements continuent, ben là, il faudrait peut-être investiguer avec d'autres choses aussi. Ouais. Ce que je comprends, c'est que pour la gonorrhée chlamydia, on a un barème de 2 semaines. C'est ça. Exactement. Je me suis pas trompée, parce que des fois, j'entends beaucoup 3 semaines parmi nos pairs. C'est comme de quoi que la période d'incubation est 3 semaines de la gonorrhée chlamydia. J'aimerais qu'on s'attaque un petit peu aussi à la syphilis. Les gens qui viennent se faire dépister trop tôt, parce qu'il y a ceux qui viennent consulter 6 heures post-relation sexuelle, puis il y a ceux qui viennent consulter 4 jours post-relation sexuelle, puis il y a ceux qui viennent consulter aussi 2 semaines, flush, pour la gonorrhée chlamydia. La syphilis, là, j'entends plein de choses des fois différentes parmi mes homologues et mes collègues de travail. Votre cœur professionnel, puis vos données scientifiques, votre expérience vous dit quoi à vous?
La syphilis, on attend combien de temps? Si on veut être sûr, on va attendre 12 semaines. Par contre, la majorité des patients qui ont été exposés, qui ont à avoir un résultat, mettons qu'ils été infectés, je ne sais pas, aujourd'hui, la majorité des patients, 6 à 8 semaines, on va avoir un test positif. Parce qu'on ne fait pas uniquement un ELISA, on fait un RPR au laboratoire. Avec ces 2 tests-là, en général, on va attraper en 6 à 8 semaines les résultats positifs. Si vous êtes dans un laboratoire plus éloigné, où on fait uniquement un RPR, probablement qu'un 12 semaines est plus... puis je veux dire éloigné, pas de façon péjorative, là, mais les centres universitaires font à la fois l'ELISA et les RPR, fait que ça nous donne plus de... Là, vous me voyez venir, hein? Non? RPR. Ben oui. Ben oui, faut expliquer quand tu commences quelque chose, docteur Oui, c'est Sadil, vrai. là. En fait, la syphilis, c'est une maladie complexe et compliquée à dépister. Pas dans le sens de traitement, mais dans le sens du dépistage. C'est quand même compliqué. Puis même des fois, je vous dirais qu'on s'arrache encore les cheveux, mes collègues et moi, à se dire, mon Dieu, est-ce que c'est un nouveau cas? Est-ce que c'est un ancien cas? L'ELISA, c'est la mémoire, en fait, d'une syphilis. Si on a déjà fait une syphilis dans le passé, il y a des bonnes chances que l'ELISA reste toujours positif. OK. Même s'il n'y a pas de nouvelle syphilis qui s'ajoute. Le RPR, ça va vraiment plus mesurer la maladie active. Je dis ça, mais un patient, une personne qui a eu une syphilis, par exemple, qui a un RPR au moment du diagnostic, parce que ça marche par multiple, là, qui est à 1 sur 256, bien, il pourrait rester avec un faible RPR toute sa vie, 1 sur 1, 1 sur 2. Mais une nouvelle syphilis, là, il va passer comme à 1 sur 64. OK. Fait que ça, c'est vraiment l'activité de la maladie, alors que l'ELISA, c'est plus la mémoire. Quelqu'un qui n'a jamais eu de syphilis, qui a un ELISA positif, bien là, il faut se questionner. Il faut voir les facteurs de risque. Il faut voir d'abord voir s'il a déjà fait une syphilis, ensuite les facteurs de risque, puis répéter le test pour voir si ça change dans le futur ou pas. Bon, on a compris ça. Ouais, mais... C'est moi, ma je job, pense- hein, moi je suis toujours en train de... mais c'est bien parce qu'on a beaucoup de clientèle en plus qui arrivent des régions, puis ils ont été voir d'autres professionnels, puis l'ELISA a sorti positif, puis les médecins qui vont consulter ce que j'appelle dans nos 7 couronnes de Montréal, ben ils vont se refaire traiter souvent pour rien. Ouais. C'était déjà une syphilis ancienne, déjà une syphilis traitée. Puis là, ils reviennent nous voir, puis là, ils disent le médecin que j'ai consulté là à Baie des Poireaux À Laval. à Laval. On est méchants aujourd'hui. Je vais pas perdre d'auditoire ici. Non, mais ça nous arrive des fois qu'on a de la clientèle, tu sais, justement, tu sais, je trouve que notre expertise qu'on a dans les centres urbains, dans nos foyers LGBT médicaux, soins infirmiers, c'est comme un peu une expertise qui est pas très qui est pas très accessible aux autres professionnels. Puis j'ai pas l'impression non plus que les autres professionnels, si je me trompe pas, ont un intérêt à traiter ça, parce que moi, je reçois beaucoup de patients qui ont été traités des fois. J'ai un patient qui s'est présenté l'autre jour dans mon bureau, il venait chercher sa 5e dose de vaccin contre l'hépatite A. Il va être immunisé. Ouais, non, mais là, plus immunisé que ça. Anticorps dans le plafond, là, tu sais. Il y a seulement 2 manufacturiers, 2 doses par manufacturier, tu sais. Puis pour la syphilis, on le voit beaucoup, les gens se font des fois surtraiter quand ils quittent les centres urbains. Moi, j'ai une dernière question pour vous, les filles. Là, on a statué, la syphilis, ça peut aller jusqu'à 12 semaines avant que ça sorte dans le sang, fait qu'on parle d'un bon 3 mois. Si je me fais traiter aujourd'hui, pour savoir si j'ai bien guéri, j'ai bien répondu, ça, c'est une autre chose que j'entends de mes homologues, de mes collègues, où la réponse peut varier. Quand est-ce que je retourne faire mes prises de sang pour savoir si j'ai bien... C'est facile, 3 mois. Un autre 3 mois de plus, hein, c'est ça. Non, le faire précocement, ça donne une fausse piste. Ouais. Parce qu'on ne peut pas se fier sur le résultat. On a des guidelines qu'on suit pour savoir si une syphilis a bien répondu ou non au traitement. Fait que si tu le fais précocement, on peut pas. On n'a rien pour se prononcer. Puis le Fait que c'est patient, vraiment tu sais, il plus risque ça. de se refaire traiter pour rien aussi, tu sais. C'est ça l'affaire. Ben, oui, pauvres eux autres. Ben, Non, c'est mais ça, c'est tu sais, 2 c'est injections des de bonnes pénicilline, injections, oui. là, tu sais. Moi, quand j'y prépare, j'aurais pas le goût d'avoir ça, mettons. Puis pour la clientèle anxieuse, justement, Camille, tu me fais penser à un point que je pensais. J'ai beaucoup de patients anxieux qui me disent « Je sais que j'avais quelque chose à traiter, j'avais pas envie de venir vous voir parce que ça va faire mal. » Justement, j'étais dans une des 7 couronnes de Montréal. La dernière fois, je me suis fait traiter. J'ai pas été capable de marcher pendant 2 semaines. On l'entend souvent. Posons, moi, je m'en viens de voir, Camille, j'ai une syphilis de positive. Qu'est-ce que tu pourrais faire pour me dire ça fera pas si mal que ça dans, mettons, ma préparation de médicaments? Ou quelque Non, chose? c'est sûr, tu sais, c'est pas des injections le fun à recevoir, tu sais, c'est aller chez le médecin, c'est jamais très plaisant, mais tu sais, honnêtement, moi, j'essaye d'utiliser plus une méthode comme
non médicamentés, là, tu sais, mettons, je leur dis de prendre des bonnes respirations, puis tu sais, comme une fois que c'est fait, puis tu sais, des fois aussi, je leur mets de la petite musique, ça les aide un peu à se relaxer, tu sais, des... Mais je sais que t'as un ingrédient secret dans tes seringues. Ah, ben oui, excuse-moi, c'est la xylocaline, ça gèle un petit peu quand tu l'injectes. Puis ça fait quand même une différence. Ben hein. moi, les patients, ils l'ont vu, tu sais, ceux qui l'ont reçu il y a, mettons, 10 ans, puis qui mettaient pas xylocaline, qui est un petit produit qui aide vraiment à geler, tu sais, ils voient vraiment la différence, là. Ah oui, non, c'est ça. ils le voient, tu sais. Fait que, de ce que je comprends, si on a des rapports sexuels protégés, puis je vais être sûr qu'on s'entende ici pour qu'on fasse un consensus, parce que des fois, j'en fais de la palpitation cardiaque parce que on nous envoie de la clientèle trop rapidement, ils viennent pas consulter dans les temps. Là, les patients disent, j'ai manqué une demi-journée de travail, il faut que je revienne dans la semaine prochaine ou dans 2 semaines. Fait que si j'ai des rapports sexuels protégés, j'arrive pour savoir si j'ai attrapé quelque chose lors d'un rapport sexuel protégé, puis on s'entend. C'est à fait les chances que Là, je on me parle d'un rapport sexuel avec le préservatif. Là. le préservatif, le Ouais. fameux condom. Ouais. Hey, ça existe encore, ils en vendent encore en pharmacie, j'en ai vu aujourd'hui. Puis, oui, là, c'est vrai. Des rapports sexuels protégés, on s'entend, si je me protège, est-ce que c'est vraiment fiable de dire, ou est-ce qu'on peut vraiment se référer à dire, les tests sont aux 3 mois, ou quelqu'un qui se protège, est-ce qu'on pourrait lui dire, venez nous voir aux 6 mois? On pourrait. On pourrait. Ça tient compte du nombre de partenaires puis du risque, parce que souvent, c'est pas toutes les relations qui sont protégées. Les relations orales ne le sont pas. Fait que il faut prendre ça en considération, dépendant du nombre de partenaires, des facteurs de risque des partenaires. Je pense C'est qu'aux bon. 6 mois, c'est une bonne idée. Il nous reste 1 minute. J'aimerais ça qu'on termine sur une petite note, une nouveauté qui est dans notre communauté. Encore dans l'ABC des ITSS, la PEP d'oxycycline. Est-ce qu'on peut avoir un petit résumé en quelques secondes? Ben, la doxycycline est utilisée, on peut utiliser la doxycycline en prophylaxie post-exposition et pré-exposition, mais on va s'attarder sur la post-exposition pour protéger surtout contre la chlamydia et la syphilis. Il y a des données scientifiques qui montrent l'efficacité de l'utilisation de ce médicament-là. Ça protège un peu contre la gonorrhée, mais je vous dirais que ce n'est pas son point fort. On recommande de prendre 2 comprimés de doxycycline après maximum 72 heures de la relation qui pourrait être à risque. C'est pas efficace à 100%. Fait que s'il y a des symptômes, il faut consulter et faire des Si j'étais votre patient puis je prenais la doxypep, est-ce qu'on pourrait juste faire les tests de dépistage aux 6 mois? Ça dépend toujours des facteurs de risque du patient. On va devoir terminer ça ici. Je voudrais remercier donc Gengis Grenier et ses invités, la docteure Élise Sasseville et l'infirmière Camille Yanchet. Merci beaucoup d'avoir été Merci de nous avoir invités. Merci. Vous écoutez L'heure où l'arc-en-ciel se lève avec Denis Martin Chabot. Silence s'il vous plaît dans la bibliothèque. Lire, c'est queer avec Brian Saint-Louis. Ouais, ça fait toujours bizarre d'entendre ce beau cri à la fin de la présentation. Salut Brian, allume ton micro parce qu'on t'entendra pas. Ah, je les prends toujours en défaut. Voilà. Comment vas-tu? Ça va très bien. Et toi? Bonne année? Bonne année, bonne année. Ben, on commence bien l'année. Je ne sais pas si j'ai le bon ordre. Je vais t'envoyer sur un des 2 titres que tu nous as proposés. Heartstopper, tu nous parles donc d'une BD qui fait un grand succès sur Netflix d'ailleurs, dans une série télévisée du même nom. Je sentais ton enthousiasme. Si tu veux commencer par celle-là, il n'y a pas de problème. Oui, Heartstopper, qui est la série sur Netflix qui a énormément de succès. Je ne sais pas si tout le monde le sait, mais ça vient d'une bande dessinée. Ça vient d'un univers de romans graphiques, en fait, de l'autrice Alice Oseman, qui a fait la série Heartstopper, qui est rendue à son 5e volume. Elle a aussi fait des novellas par rapport à cet univers-là. Elle a aussi fait d'autres livres par rapport à d'autres personnages, notamment la sœur d'un des personnages là, qu'on voit, Tori, à vrai dire, c'était elle le personnage de départ de son univers. Et comme elle l'a dit à un moment donné, elle dit son frère avait une relation homosexuelle avec un personnage et j'ai eu le goût de raconter cette histoire-là. Et c'est un peu là d'où ça vient, cette série Heartstopper qu'on suit un peu tous, notamment grâce justement à la série Netflix qui a énormément de succès. Je crois que tu l'as vu et que tu aimes beaucoup ça, toi aussi, Denis Martin? Oui. Ah oui. Moi, j'ai embarqué là-dedans et puis je suis à chaque fois qu'il y a une nouvelle saison. Et moi, malheureusement, je suis un télévore quand je commence une série, à moins qu'il y ait 20 épisodes d'1 heure, là, mais si il y a une dizaine d'épisodes de 20 quelques minutes, ce qui arrive souvent, alors oui, je peux passer ça en un dimanche après-midi. C'est ça, moi aussi, j'ai beaucoup de mes amis qui l'ont écouté
peu de mauvais commentaires. En général, tout le monde adore ça. Il y a un côté excessivement cute à la série. Il y a énormément de positivisme. Puis ça fait du bien. Oui, c'est ça. C'est une série vraiment qui fait du bien. Et le commentaire que j'ai entendu souvent, moi, c'est c'est le genre de livre, le genre de série qu'on aurait aimé avoir il y a une vingtaine d'années, il y a une trentaine d'années. Ça aurait tellement été plus positif de lire ça. Donc, raison de plus pour donner le goût aux gens donc d'aller voir la série, oui. Mais est-ce que ça vaut la peine de lire les bandes dessinées aussi? Oui, parce que c'est pas exactement un copier-coller de la série. Dans la série télé, il y a des personnages qui sont rajoutés, il y a des intrigues qui sont légèrement différentes. C'est pas nécessairement toujours la même chose. C'est sûr que la trame principale est la même, mais il y a des ajouts, il y a des petites différences. Donc, ça vaut la peine de lire les deux. Puis justement, le tome numéro 5 vient de sortir, comme je le disais, il y a quelques semaines, autant en français qu'en anglais. Sur la couverture, on peut s'attendre à un moment tragique. Nick et Charlie sont tous les deux sur la couverture enlacés. On se demande c'est quoi qui peut causer cette tristesse-là. C'est un livre quand même, somme toute, assez positif. Celui-là, on se rappelle dans le tome 4 qu'il y avait eu des problèmes de santé mentale du côté de Charlie. Il y avait des troubles alimentaires. On revenait un peu sur ces années de bullying à l'école où il avait été un peu maltraité. Il s'était fait de l'autoscarification, des choses comme ça. C'était un peu plus lourd. Alors qu'ils étaient en voyage à Paris. Pendant ce voyage à Paris-là, par contre, on pouvait les trouver un petit peu sages. Je veux dire, c'était deux jeunes garçons, fin de l'adolescence, qui dormaient dans la même chambre mais qui faisaient absolument rien. Ils resteraient terriblement sages, les deux. Ça se passe dans ce livre-là. Il y a un petit côté un peu plus... on voit qu'ils évoluent physiquement dans leur relation, mais ça reste excessivement... positif. La seule chose qu'on pourrait reprocher à la série, justement, c'est d'être dans ce positif-là. Les personnages disent toujours les bonnes choses. On présente tous les bons commentaires. Comme là, ils se questionnent sur la possibilité d'avoir des relations sexuelles ensemble. Êtes-vous prêts? Est-ce que vous êtes rendus là? C'est pas tout le monde qui est prêt. Il y a toujours tous ces côtés excessivement positifs-là, mais on ne peut pas être contre le positif et les bons sentiments. Donc, ça reste une très bonne lecture. Et profitez-en parce qu'on l'annonce à la dernière page. Pas un très gros scoop, là, mais c'est l'avant-dernier volume de la série. Il va y avoir un 6e et après ça, ça va être fini. Donc, on sera en deuil à partir de ce moment-là. Mais tu sais, on s'entend. Est-ce qu'on est prêt à avoir des relations sexuelles? On parle quand même d'adolescents. Puis je pense qu'il y avait une responsabilité sociale, j'imagine, de la part des producteurs. Oui, c'est ça, mais tu sais, il est en voyage, fin de l'adolescence. Je les trouvais très sages. Ouais. Disons que si ça avait été moi, ça aurait été autre chose, mais bon, on n'est pas là. Voilà, mais donc un très beau livre, encore une fois. Puis c'est ça, ceux qui n'ont pas lu les bandes dessinées, c'est complémentaire à la série. Je vous l'invite à découvrir cet univers-là. Il y en a 5 et c'est publié chez Hachette, c'est ça? Oui, Hachette au Québec en français. Sinon, c'est publié chez Graphics en anglais. Voilà. OK. Bon. Donc, une lecture à recommander aussi pour peut-être passer un dimanche après-midi. En fait, je n'ai pas vu les bandes dessinées, j'avoue, là. Alors, ça va faire partie de ma to-do list ou ma liste. Comment je fais ça? La bucket list ou en tout cas, la liste des choses à faire. L'autre... Oui, c'est ça. Évidemment, oui. Oui, ben oui, c'est ça. C'est un livre donc que tu nous recommandes, si je comprends bien. Oui. Voilà. Parfait. L'autre titre, c'est intéressant, Samira, Dani et moi, de Michel Duchesne, qui est publié chez Robert Laffont Canada. J'ai lu ce livre et ben écoute, je te laisse aller sur la présentation de ce livre, puis on verra nos commentaires à toi et moi. Les commentaires se rejoignent. Oui. Ben Michel Duchesne, qui écrit beaucoup, c'est déjà son 4e roman. Il a fait des séries télé. On l'a connu comme réalisateur. Il a travaillé beaucoup dans le monde de l'improvisation aussi. Il a flirté avec la politique. Là, il nous revient avec un roman. Un roman où je dirais que son passé de réalisateur, justement, et d'auteur de séries télé, ça paraît un peu. C'est lui, entre autres, qui a fait L'écrivain public avec Emmanuel Schwartz, qu'on peut toujours revoir, je crois, sur ici tout.tv. Extra, probablement. Donc, ce côté-là, un peu feuilleton, je trouvais que ça a paru dans ce livre-là.
On va suivre 3 personnages, Samira, Danny et moi. Donc, moi étant Jonathan, qui est un enseignant qui vient du nord de l'Ontario. C'est le narrateur du livre. Samira, c'est une jeune femme kabyle qui travaille comme sage-femme au Québec. Et Danny, c'est un chroniqueur culturel haïtien. Et on le connaît, mais c'est là un peu aussi le côté feuilleton. Qu'est-ce qui est la réalité, qu'est-ce qui ne l'est pas? Michel Duchesne lui-même a déjà été colocataire de Dany Laferrière. Et c'est dur, en ne lisant pas ce livre-là, de ne pas reconnaître Dany Laferrière. Je veux dire, c'est tout à fait lui. C'est les chroniques qu'il faisait à la radio. C'est son ton, c'est son humour, c'est sa personnalité. C'est le personnage, je trouve, moi, qui ressortait pratiquement le plus du roman. Dans Dany Laferrière, c'est un grand personnage de livre, justement. On pouvait le suivre au travers de ça. Le moi, par contre, c'est pas Michel Duchesne. Michel Duchesne qu'on va retrouver ailleurs comme personnage secondaire du livre. Le moi, c'est vraiment le professeur donc du nord de l'Ontario qui arrive et qui se retrouve à enseigner dans une classe d'étudiants où il y a beaucoup d'immigrants, beaucoup de jeunes qui ont des difficultés. Et là, on va les suivre un peu, ces 3 personnages-là. Comme colocataire. Et là, on se pose des questions un peu, oui, tout le long sur qu'est-ce qui est le réel et qu'est-ce qui est la réalité. Mais là, il y a le personnage du narrateur, moi, j'ai trouvé qu'il a été un petit peu évanescent tout au long du livre. On raconte beaucoup, beaucoup d'histoires. Comme je disais, c'est comme si on était un peu dans un feuilleton, dans un téléroman. On suit les aventures de ces 3 colocataires-là, oui, mais il y a certaines histoires qui auraient pu prendre beaucoup plus de place. Notamment, Jonathan, le narrateur, à un moment donné, se questionne sur sa possible bisexualité, sur son rapport avec les hommes et les femmes, s'il veut fonder une famille. Samira est sage-femme, elle-même, elle met des enfants au monde, mais elle-même n'en a pas. Donc, il y a des très grandes histoires qui restent toujours un peu à l'arrière d'une histoire principale, à un moment donné, qui se met à prendre de plus en plus de place, c'est-à-dire la pièce de théâtre que veut créer le professeur Jonathan pour ses élèves. C'est intéressant, mais il y a d'autres histoires qui auraient pu prendre plus de place et être un petit peu plus intéressantes. Là, finalement, l'histoire parallèle était plus intéressante que le propos principal, j'ai trouvé. Mais quand même, c'est un feuilleton sur ces 3 colocataires-là, sur les choses qui leur arrivent. C'est une chronique historique aussi. Ça se passe dans les années, fin des années 80, les années 90. On est au moment du référendum. Il y a beaucoup de référents. On retrouve le Michel Duchesne qui s'est présenté en politique pour le Bloc québécois, justement. Pour le Bloc québécois, oui, le nationalisme est très là. On est dans le référendum, dans l'identité québécoise. On va aussi beaucoup parler de culture. Il y a beaucoup d'éléments culturels qui sont mis dans les livres. Des fois, je trouve ça un petit peu difficile. Là, au moins, ça sert un peu à l'histoire, mais il y en a quand même beaucoup. Et donc, c'est ça, c'est qu'au final, on trouve que c'est un livre éminemment sympathique. Les personnages sont sympathiques, l'histoire est là, mais c'est pas aussi prenant qu'on aurait aimé. Mais c'est un beau feuilleton. C'est une histoire de camaraderie, c'est une histoire d'ambiance. On sent qu'il s'est fait un peu plaisir à se rappeler ces années-là de colocation, à se rappeler cette période de mouvance des années 90 qui était très effervescente. C'est tout ce parallélisme-là de l'histoire principale, finalement, qui est plus agréable que l'histoire elle-même là, de la pièce de théâtre qu'il essaie de faire avec ses étudiants, même si on sent les bonnes valeurs de professeur qui veut partager l'effervescence de la langue française, la culture québécoise, tout ça. C'est intéressant, mais c'est les petites histoires autour dont on aurait pris un peu plus, finalement. Ben, effectivement, moi, je te rejoins là-dessus. J'ai beaucoup aimé cette lecture, c'est très sympathique. Puis en même temps, je suis resté un petit peu sur ma faim parce que Jonathan, j'ai beaucoup vécu à l'extérieur du Canada, à l'extérieur du Québec. J'ai beaucoup connu les communautés francophones et les difficultés parfois d'être qui on est. Moi, je me rappelle de m'avoir fait dire par des Franco-Albertains quand j'habitais à Edmonton que ben non, les homosexuels, ça existe juste au Québec. Alors, puis il y a aussi tout cet aspect-là de la sexualité de Jonathan. À la fin, ben là, je ne veux pas vendre tous les punchs, mais à la fin, on se rend compte qu'il est avec un homme. Puis on n'a pas compris où est-ce que c'est venu tout ça, c'est pas clair. Et moi, ça m'a un petit peu laissé sur ma faim. J'aurais aimé en savoir plus. C'est le personnage qui m'intriguait le plus. Et aussi, Samira, il y a des bouts de son passé que j'aurais aimé comprendre, connaître, parce qu'elle vient quand même d'Algérie. On sait que c'est pas facile pour les femmes. Alors, ça aurait été intéressant d'aller plus loin là-dessus, à mon goût, là.
Ben, c'est ça, c'est Danny Laferrière qui prend beaucoup de place, alors qu'on le connaît déjà, lui, qu'on sait déjà son histoire, qu'on connaît déjà son travail comme chroniqueur culturel. On aurait aimé en apprendre un peu plus sur les deux autres, avoir plus de nuances, mais c'est ça, ça reste un livre quand même qui est sympathique, qui est vivant. Juste peut-être pas le page-turner qu'on lit avec... qu'on n'est pas capable de se retenir de tourner les pages et de lire là, parce que l'histoire nous captive passionnément. Mais ça reste un livre, c'est ça, sympathique. Puis c'est un beau voyage dans le temps. Un bel hommage à cette colocation-là, puis aux amis qu'il a eu, et tout ce qu'ils ont vécu ensemble. J'essaie de me rappeler, je fais rapidement une petite référence. Ça me rappelle un peu le livre, le roman de Samuel La Rochelle, le dernier roman, Justine et... En tout cas, je me rappelle le nom de l'autre personne. Oui, c'est un petit peu... Justine et Elias. Voilà. Brian, merci beaucoup d'avoir été avec nous dans cette première chronique littéraire de 2024. Ça me fait plaisir. J'espère que vous allez mettre ça dans vos piles de livres à lire si vous n'en avez pas trop eu, bien sûr, comme cadeau de Noël. Moi, j'en reçois régulièrement en cadeau ou en service de presse. Je sais pas si c'est pas toujours des cadeaux, mais en tout cas, c'est ça. Merci beaucoup encore. Au revoir. Merci, on se revoit bientôt. Bye. Pour joindre l'équipe, écrivez-nous à heureciel@gmail.com. C'est heureciel en un seul mot et en minuscule, @gmail.com. Suivez Denis Martin Chabot sur Facebook ou Instagram à @dmchabotauteur. Eh bien, merci à l'équipe. Godéric Trobe et Marie Massé à la recherche, Maurice Bolduc à la mise en onde, Julie Curley pour le thème musical. Nous, on c'est tout pour cet épisode 58 du 8 janvier 2024. Et je m'appelle Denis Martin Chabot. Merci d'avoir été là. De retour la semaine prochaine, même heure, même poste. Après la pause.